Et l'on rejoint en direct Ilan Greisamer. Bonjour Ilan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comme tous les lundis, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, on démarre avec vous sur les effets économiques de la crise politique en Israël. Vendredi dernier, l'agence d'évaluation financière américaine Moody's a en effet abaissé la perspective de crédit d'Israël de positive à stable. Une dégradation qui est liée, selon Moody's, à une détérioration de la gouvernance d'Israël, comme l'illustrent les événements récents autour de la proposition du gouvernement pour réformer le système judiciaire du pays. C'est ce qu'indique donc l'agence. Comment est-ce que cette annonce, Ilan, a été accueillie en Israël ? Bon, disons que pas de façon catastrophique, mais quand même avec beaucoup d'inquiétude. Il ne s'agit pas d'une dégradation fondamentale de la situation d'Israël en matière de crédit, mais d'une sorte d'avertissement de l'agence Moody's. C'est une première sur ces dernières années pour Israël ? Non, il y a eu déjà un problème au moment du corona, mais ça c'était lié au Covid, c'était un peu différent. Là, il faut rappeler que la chose la plus importante pour l'économie, c'est la stabilité. Et au fond, l'avertissement lancé par l'agence Moody's, c'est que, au vu de ce qui se passe en Israël en ce moment, les grandes manifestations, la réforme judiciaire qui est annoncée, etc., les perspectives sont moins stables qu'elles étaient auparavant. C'est quelque chose qui est embêtant parce que ça risque de rendre le crédit pour Israël beaucoup plus cher. Et évidemment, si le crédit est plus cher, et on a pas mal de dettes à rendre également, ça veut dire qu'il faudra prendre cet argent d'ailleurs. Donc autrement dit, Ilan Greisamer, ça peut avoir des conséquences très concrètes pour la population israélienne. Voilà, ce n'est pas encore la grande dégradation, disons, des conditions de crédit, mais c'est quand même assez sérieux. Alors les réactions ont été assez différentes. D'un côté, le gouvernement a un peu balayé cette décision de Moody's en disant bon, ce n'est pas un drame. C'est ce qu'a dit le ministre des Finances Smotrich. Ce n'est pas un grand drame, mais la plupart des économistes qui ont pris la parole ces derniers jours ont fait part de leur inquiétude, et tout cela est lié à la réforme judiciaire, puisque c'est cette grande réforme judiciaire qui a provoqué les manifestations et la division de la population qui inquiète Moody's. Ce qui est très intéressant et remarquable avec Benjamin Netanyahou, Ilan Greisamer, c'est que il a, depuis de très nombreuses années, on peut remonter à son premier mandat de Premier ministre et par la suite même à son action comme ministre des Finances, il a toujours été, face à ces institutions, il a été et s'est présenté comme le garant justement de la stabilité financière et économique d'Israël. Absolument. Il a été un ministre des Finances brillant, et il a toujours pris en ligne de compte ce que les institutions financières internationales disaient. Force est de constater, mon cher Steve, que les gens changent, et Netanyahou aujourd'hui, alors qu'il devrait être inquiet de ce dont Moody's est inquiet, n'a plus l'air inquiet parce qu'il ne veut pas manifester le fait que son gouvernement n'a pas fait en fait ce qu'il fallait. Donc ce n'est pas le même Netanyahou probablement qu'on connaissait. Vous pensez véritablement qu'il a changé, qu'il ne tient pas à son bilan aussi comme économiste en chef, j'allais dire, d'Israël ? Oui, écoutez, pour parler franchement, Netanyahou a fait des grandes choses dans l'histoire de l'État d'Israël. Il est dommage qu'arrivé au fait, en quelque sorte, il n'ait pas quitté en laissant la place à d'autres, parce que ces 3 derniers mois de gouvernement en Israël, peu importe qu'on soit de gauche, de droite ou quelles que soient les idées politiques, n'ont pas été très brillants. Ils n'ont pas été brillants économiquement. Sur le plan de la sécurité, les Israéliens se sentent très inquiets. Il y a une vague d'attentats et surtout les fronts commencent à s'embraser au nord, à l'est, au sud de Gaza. Et donc, si vous me posez une question sur Netanyahou, je pense... Je vous la pose. Je dirais que tous les hommes politiques
feraient mieux de quitter quand ils sont au fait de leur popularité et de leur gloire. Le fait de rester et de vouloir rester indéfiniment n'amène pas toujours de bonnes choses. Et je regrette pour Netanyahou qui n'est pas décidé de laisser la place à d'autres parce que finalement là, il est un peu en train de gâcher ce qu'on aurait écrit sur lui dans l'histoire de l'État d'Israël. Vous savez, c'est lui qui a amené les vaccins en Israël. Oui. Il a joué un rôle très important comme monsieur sécurité à un certain moment. Alors encore une fois, il faut savoir sans doute, mais c'est vrai pour tout le monde, pour tous les présidents et pour tous les premiers ministres, savoir quand s'en aller, quand arrêter. Et c'est une décision qui est parfois difficile à prendre. Autre sujet à la une de l'actualité en Israël, Yann Greisamer, la mobilisation des orthodoxes au sein de l'armée. Un projet de réforme suscite pas mal de remous dans le milieu haredi en ce moment. De quoi s'agit-il précisément ? Oui, et c'est intéressant parce qu'en Israël, une nouvelle suit l'autre. On a été très excités autour de l'agence Moody's pendant 2 jours. Maintenant, depuis hier, aujourd'hui, c'est cette affaire des Haredim. Voilà, Israël doit faire une loi qui arrange de façon, je ne dirais pas définitive, mais pour pas mal d'années, la situation des jeunes ultra-orthodoxes. Et c'est d'ailleurs la Cour suprême qui a dit que le gouvernement devait prendre une loi à ce sujet. Il y a une situation anormale qui date de Ben Gurion, qui date des débuts de l'État d'Israël, puisque les jeunes ultra-orthodoxes ne sont pas obligés de faire l'armée. Alors, vous direz, eh bien, qu'ils aillent en yeshiva et qu'ils étudient. Or, nous savons, c'est quelque chose de sociologique, qu'environ 30 à 40% de ces jeunes ultra-orthodoxes n'étudient pas. Ils n'étudient pas parce que tout le monde n'est pas capable 10 heures par jour d'être assis devant une Gemara. Comme à l'université, on trouve beaucoup d'étudiants qui feraient mieux d'être ailleurs. Bon, alors ces jeunes ultra-orthodoxes, il faudrait qu'ils entrent sur le marché du travail. Sinon, ils vont se trouver dans la rue et à ne rien faire. Donc, la question est, alors qu'aujourd'hui, le seuil en ce qui concerne l'armée est de 26 ans, est-ce qu'on abaisse ce seuil à 23 ans? Si on l'abaissait à 23 ans, ça veut dire que celui qui n'étudie pas au-delà de 23 ans, comme beaucoup de jeunes ultra-orthodoxes, pourra aller travailler, simplement entrer sur le marché du travail. Donc ça, c'est une revendication des Haredim, des orthodoxes. Les Haredim sont divisés là-dessus. Regardez. Il y a 3 catégories de Haredim, je dirais. Il y a d'abord les Hasidim. Les Hasidim se marient très tôt, 18, 19 ans. Ils sont intéressés à ce qu'on baisse l'âge au-delà duquel le jeune peut aller travailler. Pour répondre aux besoins matériels des familles. Absolument. Ceux qui sont de l'autre bord, qu'on appelle ici les Mitnagdim ou les Litaïm, sont moins intéressés parce qu'ils n'ont pas ces règles, les jeunes se marient plus tard. Et ceux qui sont le moins intéressés, c'est les gens du Chasse, par exemple, parce que Aryeh Deri et les dirigeants du Chasse ont très peur que si on abaisse cet âge de 26 ans à 23 ans, voire à 21 ans, beaucoup de jeunes chassnikim, comme on dit ici, vont se retrouver dans la rue et Dieu sait ce qu'ils feront lorsqu'ils seront livrés à eux-mêmes. Donc sans entrer sur le marché du travail ? Voilà. Il y a cette crainte ? Alors, il y a encore 2 autres problèmes que je voudrais ajouter. Le premier, c'est que quand les jeunes dans le système ultra-orthodoxe n'ont pas étudié les matières de base comme les mathématiques ou l'anglais ou l'ivrite moderne, ils ont énormément de mal à trouver du travail ou un travail valant quelque chose sur le marché du travail parce qu'ils n'en ont pas les outils. Donc, il y a aussi ce problème qu'il faut résoudre. Et enfin, ce que beaucoup d'Israéliens n'aiment pas, c'est cette idée qu'il y a finalement des devoirs différents d'après les couches de population. Les Arabes et les ultra-orthodoxes ne font pas d'armée, d'accord ?
Mais beaucoup d'Israéliens disent, très bien, s'ils ne font pas l'armée et s'ils n'étudient pas, par exemple, en yeshiva pour les ultra-orthodoxes, qu'ils fassent un service national au bénéfice de la nation, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Donc, je dirais que c'est tout un ensemble de problèmes, mais qu'il faut résoudre parce que on traîne cette histoire de différence de devoirs entre les jeunes depuis la création de l'État d'Israël. Au temps de Ben Gurion, il s'agissait de quelques centaines d'ultra-orthodoxes. Ouais. Aujourd'hui, avec la natalité ultra-orthodoxe, c'est des milliers et des milliers de jeunes qui ne sont ni à la yeshiva, ni à l'armée, ni sur le marché du travail. Donc, est-ce que ça renouvelle également, Ilan Greisamer, la question de savoir si Tsahal est toujours l'armée du peuple ou est-ce qu'on s'avance au fur et à mesure des années et de l'évolution aussi de la manière de faire la guerre vers une armée de professionnels? Oui, en fait, il faut dire la vérité, c'est que l'armée Tsahal a de moins en moins besoin de gens qui font des petits boulots à l'armée. Oui, on a besoin de combattants, on a besoin de gens très avancés sur le plan technologique, mais on risque d'évoluer vers une armée professionnelle, c'est-à-dire que Tsahal ne gardera que ceux qui lui sont utiles pour la guerre technologique du futur. Donc, on va passer de ce qu'on appelait en ivrite Tzva Am, c'est-à-dire l'armée populaire, à un Tzava Miktsoi, c'est-à-dire à une armée professionnelle. Alors, toutes ces questions sont fondamentales. Moi, je trouve qu'elles sont encore plus fondamentales que la réforme judiciaire ou que les évaluations de Moody's. Et il faut que le gouvernement israélien et que le Parlement israélien, la Knesset, résolvent de façon définitive cette question de quoi faire avec ceux qui ne font pas l'armée actuellement. Affaire passionnante et affaire à suivre, notamment avec vous, Ilan Greisamer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut réécouter cette intervention en podcast sur radioj.fr. Interview également disponible en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Très bonne semaine à vous, Ilan, et à la semaine prochaine. À bientôt.